La véritable idée fausse, c'est de penser que des migrations pourraient ne pas avoir de conséquences géopolitiques. Donc, quelles que soient les causes des migrations, qu'elles soient elles-mêmes politiques, économiques ou démographiques, inévitablement, une migration a des effets géopolitiques, parce qu'elle crée des diasporas dans les pays où les migrants s'installent, et ces diasporas peuvent exercer des actions géopolitiques. Prenons un exemple simple, la migration des Indiens ces dernières années vers les États-Unis, on pourrait penser que c'est simplement une migration économique et que des Indiens sont partis aux États-Unis parce qu'ils espéraient avoir de meilleurs revenus qu'en restant en Inde. En réalité, ces Indiens qui travaillent et habitent aujourd'hui aux États-Unis ont déployé toute une action géopolitique qui a largement contribué au rapprochement géopolitique entre l'Inde et les États-Unis. Dans d'autres cas, nous avons des migrants qui n'ont aucune action géopolitique, mais qui sont instrumentalisés par le pays dans lequel ils habitent. Parmi les nombreux exemples historiques, nous avons eu celui de l'Ouganda, où les ressortissants indiens ont été instrumentalisés par le pouvoir qui les utilisait comme bouc émissaire parce qu'ils gouvernaient mal le pays lui-même. Les relations entre migration et géopolitique sont dans les deux sens. C'est-à-dire, d'une part, nous avons des décisions ou des événements géopolitiques qui engendrent des migrations, et d'autre part, nous avons des migrations qui ont des effets géopolitiques. Donc, dans le premier cas, c'est-à-dire donc des événements géopolitiques qui déclenchent des migrations, il y a soit des phénomènes de répulsion, autrement dit, lorsqu'il y a une guerre, il y a inévitablement des personnes qui quittent leur pays pour assurer leur survie. Lorsqu'il y a un conflit civil, comme la guerre d'Espagne, pour échapper au risque de cette guerre, vous avez beaucoup d'Espagnols qui ont quitté l'Espagne pour la France, par exemple. Lorsqu'il y a un régime qui prive sa population de liberté, les personnes vont chercher un pays plus libre. C'est le cas, par exemple, de Cuba, qui a vu 1 200 000 Cubains quitter le territoire depuis la dictature de Fidel Castro. C'est le cas aujourd'hui de l'Érythrée, par exemple. Et les migrations elles-mêmes, elles ont des effets géopolitiques parce que les migrants qui s'installent dans un pays, ils viennent avec leur propre identité. Donc si je considère par exemple tous les migrants qui ont pu échapper au génocide arménien et qui se sont réfugiés dans d'autres pays, dans les pays où ils s'installent, ils souhaitent que les parlements ou les gouvernements reconnaissent le génocide arménien. Et c'est par exemple ce qui s'est produit en Suède il y a quelques années. Le travail géopolitique à la fois des migrants de la diaspora arménienne et des migrants chrétiens de la diaspora irakienne, parce qu'on oublie toujours de dire que le génocide arménien a été aussi un génocide assyrien et grec. Leur action commune a fait que le Parlement suédois a reconnu le génocide arménien. Cette crise migratoire que connaît l'Union européenne est presque une surprise, parce qu'on ne comprend pas comment les responsables européens ont pu ne pas faire un diagnostic évident qui est que dès qu'il y a un conflit civil, il y a forcément exode de population. Et ce manque d'anticipation a empêché les pays européens de décider une politique intelligente qui aurait été d'organiser la réémigration à partir des pays de premier refuge. En effet, nous savons que des millions de Syriens ont échappé au conflit syrien en Jordanie, au Liban, en Turquie, et l'on a laissé faire comme s'il ne se passait rien du tout. Et les dernières décisions les plus récentes, de fin 2015 et de début 2016, ont consisté à réunir l'Union européenne avec la Turquie, ce qui est complètement aberrant au regard des réalités migratoires, puisque nous avons 3 pays qui sont concernés par les premières migrations,
c'est la Jordanie, le Liban et la Turquie. Donc il aurait fallu au moins que l'Union européenne se réunisse avec ces pays pour trouver des solutions et notamment pour priver les passeurs des ressources qu'ils ont en abusant de l'ensemble de ces migrants. Donc cette crise migratoire, malheureusement, témoigne de la mauvaise gouvernance de l'Union européenne. Alors, la Convention Schengen, en réalité, n'a jamais été respectée, au moins depuis 1997. Les accords de Schengen instauraient un espace de libre circulation et de sécurité. L'espace de libre circulation a bien été respecté, mais l'espace de sécurité ne l'a pas été. Autrement dit, Schengen, c'est comme une pièce à deux faces. Pour qu'il y ait liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, il faut qu'il y ait sécurité aux frontières de l'espace Schengen. Or, l'aspect sécurité dès 1997 n'a pas été respecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'application aux frontières extérieures de l'espace Schengen des contrôles qui étaient prévus dans le règlement Schengen. Et c'est la raison de toutes les difficultés de l'espace Schengen aujourd'hui, avec cette situation absolument incroyable, où de très nombreux pays ont refermé, au moins partiellement, leurs frontières. Et pas seulement, comme on le dit parfois, la Hongrie. C'est le cas entre l'Allemagne et le Danemark, c'est le cas entre le Danemark et la Suède, c'est le cas entre la Belgique et la France, etc. Donc, à mon sens, l'évolution de Schengen ne peut aller que dans deux possibilités. Soit on décide d'appliquer enfin les règles Schengen, mais est-ce possible? Dans la mesure où l'espace Schengen s'est élargi à des pays qui ont un système administratif et une situation géographique qui rend extrêmement difficile la surveillance des frontières extérieures de l'espace Schengen. Ou bien il faut définir autrement Schengen, y compris d'un point de vue géographique, c'est-à-dire que ne plus avoir dans Schengen des pays qui ne sont pas en situation de pouvoir surveiller les frontières extérieures communes.